parler de troubles bipolaires. Ce qui est intéressant pour les personnes qui nous écoutent, c'est de savoir ou de comprendre, de sentir comment on vit la bipolarité. Comment on peut savoir qu'on souffre de troubles bipolaires? Comment on peut savoir? La personne bipolaire ne peut pas le savoir elle-même. Par exemple, dans mon cas, je peux dire que le trouble bipolaire a commencé lors de mon adolescence. Mais le mot bipolarité a été évoqué 1 an après mon accouchement, suite à une crise maniaque que j'ai eu à faire. C'était ma première crise. Mais si je reviens en arrière, pendant mon adolescence, j'avais des périodes maniaques, mais je ne savais pas que c'était des périodes maniaques. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, c'est quoi une période maniaque? Pour moi, une période maniaque, c'est une phase d'exaltation, c'est une phase d'euphorie, c'est une phase où on se sent super puissante, où on a des idées délirantes, on peut avoir des hallucinations auditives, olfactives, sonores, même visuelles. Donc moi, c'est ce que j'ai vécu dans mes phases maniaques. Et ça peut se manifester comment? Quand vous dites on peut avoir des idées délirantes, on peut se sentir super puissant, etc. Concrètement, dans la vie quotidienne, quelles peuvent être les conséquences pour soi et pour son entourage? Les conséquences peuvent être dramatiques parce que c'est une phase où on sort de sa réalité, où les membres de notre famille ne nous reconnaissent pas, où on se sent parfois persécuté par les membres de notre famille. Donc on devient une autre personne. Et en fait, dans le langage populaire, on peut dire on devient folle. C'est un accès de folie. C'est vraiment un accès de folie où on se rend pas compte de ce qu'on fait. Donc pour moi, ça a été par exemple des conduites à risque. Alors, vous avez dit, on a parlé de bipolarité, ça veut dire qu'il y a 2 pôles. Oui. Donc là, on vient de parler du pôle maniaque, dans ce moment d'euphorie. Et il y a d'autres pôles, il y a un autre pôle. Oui. Et on peut qualifier cet autre pôle de quoi? De dépressif. De dépressif. Parce qu'après la phase maniaque, on appelle ça la phase haute. Après cette phase haute, on redescend vraiment. On tombe, je peux dire, on tombe en dépression. C'est la phase basse c'est le deuxième pôle de la bipolarité, dans mon cas, où on devient dépressif, on est déprimé, on a des pensées suicidaires, on a des pensées morbides, on est déprimé, on est en état de dépression. Alors, comment on pose le diagnostic? Parce que vous dites, on a posé le mot après l'accouchement, 1 an après l'accouchement, mais qu'en prenant du recul et en revisitant votre adolescence, vous vous rendez compte que vous aviez déjà des prémices ou des éléments qui faisaient penser à la bipolarité. Le diagnostic a été posé après ma première crise maniaque, avec hallucination, délit de persécution, a été posé le terme bipolaire. Mais il faut le dire que le diagnostic de la bipolarité se fait très tardivement, environ 10 ans après la première phase maniaque ou phase bipolaire, parce que on confond la bipolarité souvent avec la dépression, ce qui fait que beaucoup de psychiatres même n'arrivent pas à la diagnostiquer et mettent sous antidépresseurs des personnes bipolaires parce que on les considère comme des personnes dépressives. Alors que si on revient en arrière, on se rend compte que ces personnes ont des phases
hautes, dans des phases maniaques où elles sont euphoriques, exaltées, et après des phases basses où elles sont dépressives. Donc moi, ça a été surtout après ma première crise maniaque, vraiment définie comme de la manie. Est-ce que ça a changé quelque chose, le fait de poser le diagnostic? Ça m'a permis de mettre un mot sur ce que je vivais depuis mon adolescence, parce que mon entourage ne comprenait pas que je pouvais être parfois dépressive, alors que selon eux, j'avais tout pour être heureuse et parfois exaltée, un peu trop sûre de moi. Donc, quand le diagnostic a été posé, je me suis sentie soulagée parce qu'au moins, ça expliquait mes phases hautes et mes phases basses. Donc, et ça m'a permis de me connaître davantage. Je peux dire que la bipolarité, le diagnostic de trouble bipolaire a changé ma vie parce que ça m'a permis de faire un travail très profond sur moi-même. Ça m'a permis d'entamer une psychothérapie, un travail d'introspection, de connaissance, d'apprentissage de la maladie. Quel regard de la société ou de l'entourage sur la bipolarité? Et ce regard-là, en quoi ça influe votre prise en charge ou l'évolution des choses? Cette question, on ne peut pas répondre à cette question si on n'éclaircit pas une chose. Le regard sur la bipolarité dépend de l'annonce du trouble bipolaire à l'entourage. Parce que dans mon cas, ça a été caché à mon entourage parce que c'est quand même stigmatisant. Ce trouble bipolaire est stigmatisant, donc on le cache d'abord à notre entourage. Donc on le vit, on vit ce trouble bipolaire, comment je peux dire, seul avec soi-même parce qu'on a peur de le divulguer, parce que ça a une connotation négative dans l'entourage et dans la société. Parce que les maladies mentales sont quand même stigmatisées, donc on n'en parle pas souvent. Donc vous disiez dans un premier temps que on le cache, enfin, vous l'avez caché, parce que c'est stigmatisant. Mais est-ce qu'on peut continuer à le vivre en cachant? Est-ce que c'est possible? Est-ce que est-ce que ça se voit? Voilà. C'est ça, en fait, parce que la stigmatisation vient du fait que, par exemple, vous dites qu'il y a des phases où on est euphorique, donc on peut avoir des comportements qui peuvent être questionnants pour l'entourage. Donc, du coup, les gens vous regardent d'une façon différente. Mais est-ce que c'est plutôt, comme on dit, ah oui, elle est différente, ou elle est bizarre, ou elle a donc elle est comme ça, ou est-ce que ça va plus loin, le regard des autres? Non, moi j'ai quand même annoncé mon trouble bipolaire à des proches qui ont été très bienveillants envers moi et qui se doutaient déjà, vu mes différentes phases par le passé, que je traversais des moments difficiles. Donc, moi, dans mon cas, mon entourage a été bienveillant. Mais c'est mon entourage proche qui est au courant de mon trouble bipolaire parce que je n'en fais pas cas sur tous les toits. En quoi cette bipolarité a influé sur le cours de votre vie? Ça vous a facilité quoi et ça vous a empêché quoi d'après vous? Ça m'a empêché de poursuivre mes rêves, de terminer mes études. Parce que ça m'a freiné dans beaucoup d'aspects de ma vie, que ce soit ma vie estudiantine,
ma vie professionnelle. Je ne peux pas dire que ça m'a empêché d'aboutir à certains rêves, mais c'est quand même handicapant comme trouble parce que ça vous empêche d'aller au bout de vos projets. Parce que si vous avez, par exemple, une phase dépressive en cours de route, ça ne vous permet pas de mener à bien vos projets, de mener à terme vos projets. Est-ce que ça voudrait dire que, en fait, que c'est une question de rythme et de dispositif ou de disposition de la société d'offrir la possibilité à des personnes qui ont un trouble bipolaire d'aller à leur rythme Oui. et de pouvoir accéder à, comme vous dites par exemple, accéder à vos rêves. Oui. Donc il aurait fallu que vous ayez la possibilité à certains moments de pouvoir vous retirer. Oui. Et à d'autres de pouvoir vous exprimer. C'est ça un peu l'idée, oui, comment vous voyez ça? C'est un peu ça, pour que la société s'adapte à des particularités que nous avons pour étudier, pour travailler, parce que nous n'avons pas le même rythme que les autres. Nous sommes pleins de potentiel, mais la maladie fait que nous n'avançons pas au même rythme que les autres. Et j'aurais aimé être accompagnée, avoir des possibilités, par exemple, de faire des cursus plus longs, des cursus universitaires plus longs, au lieu, par exemple, de me demander à moi de faire un master en 2 ans, de me permettre de le découper en 4 ans, donc à faire des semestres, des années d'un semestre par année, par exemple, pour que je puisse évoluer à mon rythme, sans stress, parce que je n'arrive pas à travailler sous la pression. Oui, alors là vous dites je n'arrive pas à travailler sous la pression. Quels sont les autres aspects qui peuvent vous empêcher d'évoluer? Donc le stress, c'est une des choses qui n'est pas bonne pour vous. Quoi d'autre en dehors du stress? Je pense que c'est surtout le stress. Je pense, moi, mon cas, c'est surtout le stress qui m'empêche de travailler. Quand on me donne des deadlines assez serrés, ça me stresse et ça me bloque. Il y a une certaine stabilisation, si je puis dire. Oui. Vous êtes d'accord avec ça, si je dis oui, qu'il y a une stabilisation? Oui. Et qu'est-ce qui vous a permis d'obtenir cette stabilisation? Qu'est-ce que vous avez dû faire? Quels sont les appuis, les soutiens et les actions que vous avez menées pour pouvoir obtenir cette stabilisation et la maintenir? Wassam Myriam vous remercie pour votre attention.